Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des objets que j'ai chinés sur le site Label Emmaüs. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré des objets que j'avais achetés sur ce site. C'est tout simplement le site de l'association Emmaüs, que tout le monde connaît, qui ont des boutiques qui ont le pignon sur rue et qui ont créé il y a à peu près 5 ans un site internet où toutes les boutiques de France d'Emmaüs qui le souhaitent peuvent créer un espace de vente en ligne et proposer leurs objets. En général, ils y mettent les plus collector et les plus recherchés. Après, les prix pratiqués sont des prix internet, sachant que certaines boutiques cassent vraiment les prix aussi par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet. Après, chaque boutique de toute façon est libre de mettre ses propres prix. On va commencer tout de suite par les jouets cette fois-ci. Ouais, j'ai envie. C'est vrai que c'est pas toujours ce que je vous présente en premier. On va commencer par un lot de Polly Pocket qui était vraiment à un prix super intéressant, puisque normalement les Polly Pocket, quand ils ont leur personnage d'origine, se vendent vraiment cher. Un boîtier tout seul, vous pouvez le trouver entre 10 et 20 euros, mais dès qu'il y a les personnages, même s'ils y sont pas tous d'ailleurs, ça devient très très cher. Donc là, j'ai trouvé les deux avec les personnages dedans, et pour un prix modique. Je crois que j'en avais pour 20 euros les deux, avec tous les personnages dedans, ce qui, pour ceux qui achètent des Polly Pocket, savent que c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, le premier, donc, je vais vous le montrer un peu mieux après, c'est le Polly Pocket de La Belle et la Bête, donc le boîtier où il y a leur visage dessus, le château Disney en arrière-plan, sachant qu'il existe un autre Polly Pocket de La Belle et la Bête qui est un château avec les personnages à l'intérieur. Mais qui donc est vraiment un château en 3D et pas un petit boîtier comme ça. À l'intérieur, quand je l'ouvre, vous découvrez l'univers du château de la Bête. Donc en haut, vous voyez, il y a des escaliers, les rideaux, la petite balustrade, voilà. Et en bas, ça va être plus difficile de vous montrer, vous avez un piano, vous avez la piste de danse, vous avez ici le thé qui est servi, vous avez une lumière qui est là, qui est tout petit. Voilà, et ici vous avez les deux personnages, donc la Belle et la Bête que j'ai installés à cet endroit-là, après vous pouvez les mettre où vous voulez. Et vous avez la possibilité, alors je vais essayer de vous le faire, de les faire danser en bougeant ce petit palier. Alors il est un peu rouillé parce qu'il n'est pas tout jeune évidemment, mais vous voyez que c'est en faisant tourner ce petit pilier ici au milieu des autres piliers qu'ils peuvent danser. Donc je vais vous montrer un peu mieux les personnages. Ici, vous avez la bête, la petite bête. Et là, on a la belle. Voilà. Les personnages, c'est ce qu'il y a de plus fragile, mais bon, vous voyez, le bras de Belle n'est pas cassé, donc ça, c'est déjà bien. Après, la bête, elle a un peu de mal à tenir debout, ça arrive souvent chez les Polly Pocket. Mais au moins, il n'est pas désolidarisé. Et puis, il n'y a pas trop de manque de peinture, donc je dirais que dans l'ensemble, on s'en sort bien. Et donc, pour vous le montrer un peu mieux au niveau du devant, alors attendez, je range bien les personnages parce que sinon c'est difficile. Donc voilà, devant, pour que vous voyez un peu mieux, et qu'il est vraiment très très sympa. Et celui-ci donc date de 1995. Donc les Polly Pocket, c'est toujours écrit au dos. Et quand ils sont notés Bluebird, c'est qu'on est dans les anciens boîtiers qui sont recherchés des années 80 enfin des années 90 plutôt à début 2000. Après, ils sont plus Bluebird, ils ont été rachetés par Mattel et donc ils ne sont pas forcément recherchés. Vous pouvez aujourd'hui acheter des nouveaux Polly Pocket neufs sur ce format de boîtier. Voilà. Et vous avez deux anciennes éditions qui ont été rééditées avec des couleurs plus modernes, mais qui sont vraiment des répliques des anciennes éditions. Le deuxième est aussi un Polly Pocket, qui est également complet, et qui est également un Disney. Donc voilà, c'est une petite maison comme ça, et cette petite maison, en fait, c'est celle des Aristochats. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et donc, la première partie, donc normalement, quand vous jouiez avec, ça se tient comme ça. Vous avez ici un lit, avec une petite chambre, un piano, vous voyez, un bureau. Et en bas, vous avez l'espace maison. Donc, je vais vous sortir les pièces avant de vous ouvrir l'espace maison. Parce que sinon, toutes les petites pièces vont tomber. Donc, on a
toute la famille des Aristochats au complet. Donc là, vous avez le petit chat. Vous avez Marie. Je suis désolée, on ne voit pas très bien, mais c'est tellement petit. Vous avez l'autre petit frère chat. Donc, elles sont vraiment très petites ces pièces et c'est très difficile de retrouver les Aristochats au complet parce que les pièces des petits chats sont tellement minuscules que en fait elles sont la plupart du temps perdues. Là vous avez le méchant majordome. Donc, pour vous donner une idée quand même et que vous voyez un petit peu la taille des pièces des chats. Voilà le petit chat hein, et voilà le majordome. Donc vous comprenez aisément que les 3 petits chatons des Aristochats sont assez difficiles à trouver dans ce Polly Pocket là. Donc j'étais vraiment super contente. Ensuite, vous avez la maman, Duchesse, je crois qu'elle s'appelle. Voilà. Et ensuite, vous avez le chat qui les aide là, qui les sauve, je ne me souviens plus de son nom. Voilà. Et donc la partie du bas, comme je vous disais, il fallait que j'enlève les petites pièces pour vous montrer, mais elle, voilà, un peu rouillée de ce côté-là, mais elle s'ouvre comme ça. Voilà. Ça s'ouvre et là, vous avez des petits espaces de jeu dans le salon pour faire jouer vos figurines, donc les fauteuils. Là, vous avez, je ne sais pas trop ce que c'est la partie litière là. Enfin voilà, donc vous avez des petits trous pour les positionner si vous le souhaitez. Par exemple, là, vous pouvez y mettre un petit chat. Donc j'étais vraiment très contente parce que les Polly Pocket, ce sont les premiers jouets vintage que j'ai commencé à chiner. Tout simplement parce que j'étais vraiment fan des Polly Pocket quand j'étais petite et que j'en ai pas eu beaucoup. Et quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu très envie d'en avoir un et de lui montrer ce que c'était les Polly Pocket puisqu'elle me demandait avec quoi je jouais quand j'étais petite. J'étais frustrée parce que les prix étaient tellement chers que j'arrivais pas à les acheter et puis il manquait les personnages, il manquait... S'il y avait des personnages, c'était pas les bons. Donc c'est vrai que dans les Polly Pocket, c'est très difficile de tout trouver très bien. Donc si vous êtes intéressé et que vous les collectionnez, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais si vous êtes néophyte et que vous avez envie de commencer à en acheter, faites bien attention puisque parfois vous avez des personnages mais c'est pas les bons. Souvent les personnages ont plus de peinture sur le visage, ont un bras cassé, une jambe cassée, donc il faut faire assez attention à ça. Et puis après, vous avez le boîtier en lui-même qui peut avoir des petits manques. Et puis certains d'entre eux font de la lumière ou de la musique et évidemment avec le temps eh bien ça s'oxyde au niveau du boîtier à piles et ça ne fonctionne plus. Donc voilà, ce sont des petits détails mais si vous voulez vraiment les avoir en très bon état, il faut être très vigilant et bien regarder. Et pour ça, il y a un site qui peut vous aider. Donc je vous l'affiche là. Ce site-là vous permet tout simplement de rechercher par année les boîtiers, les anciens boîtiers Polly Pocket et de voir comment il est à l'intérieur, quelles spécificités il a, par exemple s'il s'allume, s'il fait de la musique, et de voir tous les personnages d'origine et tous les accessoires qui étaient fournis avec. Et ça c'est vraiment bien quand on veut les collectionner ou quand on veut faire des recherches sur les Polly Pocket qu'on a. Par contre, il faut savoir que tout est en anglais. Ensuite, il y avait dans le lot un dernier personnage qui était tout seul. C'est celui-ci, donc c'est Hercule. Donc c'est vraiment un Polly Pocket dans le sens où c'est un personnage articulé comme ça. Il y a bien un boîtier Hercule Polly Pocket, mais ce n'est pas ce personnage. Donc je parle là des Bluebirds hein, de la collection que je viens de vous montrer qui s'appelait Polly Pocket. Je pense que cet Hercule appartient à un boîtier qui a dû être produit par Disney et dont les personnages sont beaucoup plus grands. Donc vous voyez que là, vraiment, il est beaucoup plus grand que le petit majordome si je vous le mets à côté. On voit bien la différence. Et donc il y a des boîtiers qui ne sont pas des Polly Pocket et qui ont été faits par Disney notamment. Et puis certains aussi qui ont été faits par la marque Trendmaster et qui ont un style bien particulier. Et notamment en général ce sont des châteaux avec des personnages de princesses et de contes. Voilà, on a fini pour les jouets. Maintenant je vais vous montrer de la décoration. Donc on est sur un globe tripode. Voilà, vous voyez. Des années 68. Ils ont tous un petit cachet identifiable en général du fabricant. Et là, ici, vous le voyez, c'est les cartes Tarides. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans les globes, c'est justement ceux qui sont sur 3 pieds, qu'on appelle les tripodes, et qu'on retrouve beaucoup dans les années 50 à 60 en général. J'en avais chiné un il y a quelques temps, il y a 1 an déjà,
toujours sur label Emmaüs, donc je vais vous le montrer. Vous avez dû le voir si vous avez regardé la vidéo sur ma décoration de printemps, et c'est celui-ci. Donc vous voyez que celui-ci, c'est aussi un tripode. Il date des années 66. Alors que celui-ci, je vous avais dit quoi? Celui-ci, c'est pas 68, mais 78, pardon. Donc vous voyez, 66, 78, et le style est quand même déjà bien différent. Sachant que celui-ci, c'est le modèle le plus connu en général, puisque les tripodes... Donc attendez, je vais en poser un. Puisque les tripodes en général sont plutôt comme ça, avec une anse sur le côté, et les 3 pieds. Et que la raison pour laquelle j'ai acheté l'autre, c'est que celui-ci est vraiment plus original, j'en vois pas souvent des comme ça, puisque lui par contre il a un arc, il a un cercle tout autour, alors que d'habitude c'est plutôt un demi-cercle. Voilà. Donc ils ont en général toujours les petites protections là en plastique, et puis vous voyez que celui-ci, le 3e pied, est un peu différent. Donc vraiment, comme il était plus original, en très bon état et plus gros que l'autre, j'ai vraiment craqué dessus et je l'ai commandé. Donc à 1 an d'intervalle, vous voyez, j'ai réussi à trouver des globes sur Emmaüs, tripode, comme j'aime et comme je recherche. Alors que c'est vrai que quand je vais en brocante, et pourtant j'y vais vraiment très souvent, hein, je suis vraiment une chineuse, eh bien je n'en ai jamais trouvé. Des tripodes de cette époque-là comme ça. En général, je trouve parfois certains globes, mais c'est souvent des globes assez récents, décoratifs, qui n'ont pas, pour moi, le même intérêt. Donc voilà, et ces globes-là, j'aime beaucoup parce qu'en général, ils ont des couleurs de bleu très sympas. Donc, vous voyez d'ailleurs que c'est pas le même bleu, hein, si je vous les mets côte à côte. Et puis, vous savez, vous voyez dessus écrit l'URSS, et puis c'est même écrit en toutes lettres. Vous avez l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc voilà, c'est écrit en toutes lettres ici, vous voyez. Et puis souvent aussi, vous retrouvez... ça, c'est des indices si vous n'arrivez pas à trouver la date du globe, notamment. Si vous voyez écrit ça, et si vous voyez écrit Yougoslavie, Tchécoslovaquie, voilà, si vous trouvez des termes comme ça, c'est qu'en général, votre globe, de toute façon, il est vintage. Ensuite, on va rester dans la déco avec un objet qui est aussi assez volumineux, mais qui est beaucoup plus simple, hein. C'est cette étagère en bois. Donc voilà, vintage aussi, avec des petites découpes ici, vous voyez. Donc je l'ai repatinée parce qu'elle était dans un sale état, plein de poussière, plein de taches. Donc j'ai tout poncé, j'ai remis un vernis, donc j'ai mis un vernis non teinté. Et l'idée, c'est de l'accrocher dans ma cuisine parce que j'ai une cuisine Ikea qui avait été choisie par l'ancien propriétaire. Alors elle a des tons neutres, ça va, elle me déplaît pas non plus, hein, mais elle manque un petit peu de charme et j'avais envie de trouver une étagère comme ça en bois pour y mettre des petits pots, des petites tasses vintage comme j'aime bien et pour donner un petit peu plus de chaleur à ma cuisine. Voilà. Toujours dans le côté décoratif, je vous présente ce joli miroir tout en longueur, sérigraphié, hein, puisque vous voyez qu'il y a un motif sur le miroir. Voilà, donc là vous voyez un peu derrière chez moi et la lampe. Ce que j'ai aimé dans ce miroir, c'est que c'est un dessin dans l'esprit Art Nouveau et dans l'esprit du peintre Mucha qui était extrêmement célèbre à l'époque et qui a fait énormément d'illustrations de ce type. Je pense que c'est une œuvre dans l'esprit d'eux et pas une vraie œuvre de Mucha. J'avoue que j'ai pas fait la recherche non plus, parce qu'il y a beaucoup de dessins de Mucha, donc c'est un peu fastidieux. Si quelqu'un connaît, il saurait me dire en commentaire si c'est vraiment une œuvre de Mucha et laquelle, je suis preneuse. Dans tous les cas, évidemment, ça serait qu'une reproduction. Moi, je pense que c'est plus dans le goût d'eux. Donc voilà, ce que j'aime dans l'Art Nouveau, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est tout le travail sur le végétal. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joli de manière générale. Et puis là, vous avez aussi la deuxième grande figure de l'Art Nouveau qui est la femme et qui est travaillée un petit peu aussi dans l'esprit des végétaux, puisque vous voyez qu'elle a tout un travail de drapé, un peu comme les tiges des fleurs, hein, voilà. C'est un peu dans cet esprit-là. Et la raison pour laquelle, donc là vous avez encore typiquement des décorations de type Art Nouveau, et la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est surtout que celui-ci allait très bien avec un coin boudoir un petit peu que j'ai dans ma chambre. Pas le même registre du tout, mais j'ai aussi trouvé cet objet. Alors cet objet-là, il est un peu moins atypique, on le trouve assez facilement quand même, mais je l'ai quand même chiné sur le site de Label Emmaüs. Il est assez lourd, je pense qu'il est en fonte, un peu comme les dessous de plat vintage, hein. À la base, ce sont souvent des porte-courriers, les objets comme ça, mais ça peut aussi se décliner en porte-serviette
Ou alors aussi, vous pouvez y mettre vos carnets, si notamment vous adorez écrire et que vous avez des carnets un peu partout, ça c'est très bien pour les mettre, vous pouvez en mettre plusieurs. Ou alors pour mettre les livres en cours que vous êtes en train de lire, par exemple. Voilà. Ensuite, toujours dans les objets déco, vous savez que j'adore les petites boîtes et notamment les petites boîtes qui me rappellent des poudriers, ce que je soupçonne être le cas de cette boîte, même si je n'en suis pas certaine. Et cerise sur le gâteau, cette boîte a en son centre une médaille qui rappelle un camé, vous savez, quand c'est taillé avec une figure féminine comme ça. Et en plus, il a un dessin en motif coquille, ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc cette boîte était présentée comme étant en bronze, et c'est vrai qu'elle pèse son poids. En tout cas, elle est vraiment ancienne, je pense qu'elle est de fin 19e, début 20e max. Et vous voyez ici que vous voyez comment la médaille est accrochée, donc par des petits crochets en métal. Et je pense qu'à la base, vu comment c'est travaillé, il devait y avoir un miroir qui a dû casser, puisque je pense que cette partie ne devait pas être visible. Hein. Vous voyez, il y a des stries là, la façon dont la médaille est positionnée et tout, et puis il y a un rebord, on sent avec le doigt, et je pense qu'ici, il y avait bien un miroir. Et à l'intérieur, très probablement, ça devait être un poudrier, ou à la limite une boîte à bijoux, mais en général, quand il y a un miroir, c'était un poudrier, ça servait à la toilette. Elle est assez fragile et derrière ici, là, on sent que c'est ancien et c'est fragile, quoi. Derrière, elle est numérotée, donc il y a écrit 345, donc vous ne le verrez pas, je pense, mais voilà. Et il y a écrit déposé, voilà. Donc je pense vraiment qu'elle est de la fin du 19e, début 20e. Toujours dans la décoration, parce qu'évidemment sur la Belle Emmaüs, il y a plusieurs onglets, il y en a un qui s'appelle décoration, justement, et en général, c'est le premier onglet que je regarde, et j'y trouve toujours pas mal de pépites. Ce jour-là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est une boîte, donc je vais vous la montrer comme ça. Une boîte en rectangle, voilà. Donc derrière, vous voyez qu'elle a la petite feutrine, qui a la particularité d'être de la pierre, avec un travail de camé, puisque le camé c'est de la sculpture sur pierre normalement, hein, ou sur coquillage. Et vous voyez ici un travail d'angelot, avec des motifs de printemps. Donc là, vous avez du blé, des fleurs, voilà, vous voyez. Et tout ça, en fait, c'est en relief. Donc je pense que là, vous le voyez bien quand je touche, tout est en relief. Vous voyez. Voilà. Ces parties ici aussi sont en relief. Et là, vous voyez encore qu'il y a des petits angelots. Voilà. Et c'est comme ça sur les 4 faces. Ensuite, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Voilà, il y a du tissu en velours, vous savez, un petit peu velouté pour les bijoux, je pense, et 2 compartiments, la charnière. Et là, vous avez une vieille étiquette où il y a écrit Genuine Incolé Stone Handcraft USA. Et en fait, tout simplement, les Incolé, c'est très connu aux États-Unis, c'est très collectionné et très recherché. Ce sont donc des travaux artisanaux de sculpture sur pierre, donc vraiment du camé chez nous, hein, nous on appellerait ça. Celle-ci, d'après mes recherches sur internet, daterait des années 60. Alors je dis d'après mes recherches sur internet puisque c'est assez difficile à dater, j'ai pas trouvé de site vraiment sérieux dessus. C'est plutôt d'autres revendeurs que j'ai vu vendre la même pièce et qui l'a datée des années 60. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'étiquette, elle n'est pas toute jeune non plus. Et donc, si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez acheter des pièces incollées encore. Et c'est assez cher et c'est très recherché. Moi, j'ai adoré le bleu. Vous voyez, ce bleu-là qui a été choisi, qui fait vraiment nuage. Hein, on a vraiment l'impression que les petits angelots sont dans le ciel. Et donc, c'est censé être de la pierre, puisque c'est écrit stone dedans, mais le principe d'un incolé, quand en plus c'est signé incolé hein, sur l'étiquette, c'est que c'est vraiment du travail sur pierre. Donc, je pense qu'elle va servir tout simplement à mettre mes petites broches et mes petits bijoux camés à l'intérieur, qui vont très bien ressortir sur le fond noir. Donc voilà, je suis très très contente, je sais déjà à quoi elle va servir. Pour tout ce qui était objet déco, on va passer maintenant à la vaisselle, un peu plus utile. Sur le site de la Belle Emmaüs, vous avez énormément de vaisselle qui est vendue. Et souvent, c'est vendu par lot, puisque les gens, quand ils se débarrassent de pièces, souvent ils donnent tout le look de la grand-mère, quoi. Hein, ils ne vont pas donner juste une assiette, ou voilà. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez compléter un service ou si vous voulez vraiment un service avec que des pièces d'un modèle. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc là, on est sur 2 petites tasses. Ce sont des tasses à thé. Normalement, elles ont une soucoupe.
ce modèle-là a une soucoupe. Comme je vous l'ai déjà dit, moi les soucoupes je m'en sers pas en général, donc ça me dérange pas. Et vous voyez qu'il y a deux dessins différents. Il y en a une ici, c'est une rose, et celle-ci, c'est une autre fleur que j'arrive pas à identifier. Vous voyez qu'elles sont peintes à la main, ça se voit très bien je trouve. Vous voyez qu'elles n'ont pas la même peinture, hein, c'est pas fait pareil. Ce sont des lunévilles, et ce sont des lunévilles qui ont dû être faites à des époques différentes, puisque vous voyez que le cachet est plus gros ici et plus petit là. Et puis le modèle étant pas exactement le même. En vrai, il y en avait 6. Je vais revendre les autres, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. Hein, je vous le dis dans chaque vidéo pratiquement, mais souvent, quand j'achète en lot, pour que ça soit moins cher aussi, il faut le dire, parce que c'est des pièces qui coûtent assez cher, je ne garde pas tout, parce que sinon, j'ai plus de place pour, surtout la vaisselle, j'ai plus de place. Et donc je revends une partie du lot sur mon Vinted en général. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, elles sont en super état. Les 6 étaient en parfait état. Et c'est vraiment des tasses qu'on ne trouve pas si facilement que ça en brocante aujourd'hui. Toujours sur la belle Emmaüs, évidemment, j'ai trouvé cette jolie assiette. Donc cette assiette-là, elle est dans l'esprit des sarreguemines que je vous montre souvent. Mais c'est une Saint-Amand. Voilà, donc Saint-Amand, c'est une autre grande faïencerie du Nord. Hein. De toute façon, les grandes faïenceries françaises anciennes sont souvent dans le nord du pays. Et donc, vous voyez qu'on est toujours dans le style que j'aime bien, dans l'esprit décor appliqué comme ça, en style pochoir, moi j'appelle ça. Et puis, avec des petits motifs délicats et dans des tons pas trop colorés. Là, en général, j'aime bien le bleu comme ça, uni. Je trouve ça très joli sur une table. Derrière, vous avez le cachet. Voilà, donc là c'est le moulin qui est le cachet de Saint-Amand et il y a écrit Gilbers avec un S à la fin pour le modèle, donc celui-ci s'appelle le modèle Gilbers. C'est une assiette creuse, donc vous savez que j'aime bien chiner les assiettes creuses anciennes puisque souvent elles sont moins recherchées que les assiettes plates. J'en avais 4, alors celles-là pour l'instant en tout cas je vais les garder, tout simplement parce que quand on est tous les 4, j'aime bien les mettre. Après j'en ai d'autres de cette couleur avec des motifs un peu différents, je vous en ai déjà d'ailleurs montré puisque j'en chine régulièrement. Et quand j'ai beaucoup de monde, j'aime bien faire une table avec ces assiettes qui sont toutes bleues mais avec des motifs différents. Je trouve que c'est très très joli ce genre de table. Le dernier objet que j'ai chiné dans la catégorie vaisselle, c'est ce très beau plat. Donc c'est un plat à gâteau normalement, hein, vous voyez sa taille. Il a un très grand diamètre, je crois qu'il fait 32 cm, il est vraiment très très grand. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment le décor. Donc les roses là sont vraiment art déco là presque, elles sont plus du tout dans le goût art nouveau. Et par contre la volute là est vraiment dans l'esprit art nouveau que je vous ai montré tout à l'heure. Alors que les roses elles sont art déco, donc c'est un mélange de styles. Je pense pas qu'il soit d'époque. D'ailleurs, le modèle s'appelle rétro, ce qui est quand même signe que ça a été fait après, hein, selon moi. Et c'est un modèle qui vient de Salins, France. Donc là, vous avez la belle estampille qui n'est pas du tout altérée, qu'on voit très bien. C'est un onglet spécial pour les livres et les manuscrits, les revues anciennes. En fait, il y a un onglet dans la librairie, dans la boutique librairie. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir le type de livre qui vous intéresse pour ne pas avoir à regarder tous les livres qui sont sur le site, parce qu'il y en a énormément. Et donc, il y a un onglet sur les livres anciens. Et dans cet onglet, j'ai trouvé, vous allez voir, ceci. Voilà, il est trop mignon. Clairement, j'ai craqué pour l'esthétique de la couverture avant toute chose. Hein. Je vous le montre de plus près. On a ici une partie découpée en papier avec des motifs tellement mignons, j'adore. Et puis l'autre partie, c'est un effet, je pense pas que ça soit réellement du cuir par contre, mais c'est un effet cuir comme ça, qui est vert foncé. Ça se voit pas très bien d'ailleurs à la caméra, on dirait plus qu'il est noir ou marron, mais en fait c'est vert foncé. Et vert sapin si vous voulez. Et ce sont les fables de Jean de La Fontaine, voilà, vous le voyez ici. Donc là on le voit pas très bien, mais c'est pareil, il y a une très jolie petite marque avec des lunes et des étoiles, c'est très mignon. Et puis vous voyez que le papier est découpé, comme je vous avais déjà dit, de façon irrégulière, là, comme on faisait souvent à l'époque. Alors, c'est une édition qui n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle date de 1960, mais c'est une réédition d'une édition de 1929. Donc voilà, je pense que celle de 1929 devait vraiment être en cuir, par exemple, qu'elle devait peut-être être un petit peu plus luxueuse. Voilà. Donc, quand on ouvre, vous avez le papier là qui est magnifique, ça c'est juste superbe quand vous aimez les beaux papiers, les beaux dessins.
Et à l'intérieur, vous avez donc le portrait de Jean de La Fontaine, les fables, et vous avez toutes les fables. Voilà. Les fables sont en intégralité, par contre c'est écrit tout petit, puisque effectivement il y a beaucoup de fables. Voilà, et à la fin ça se termine à nouveau par le papier. Et puis il a son petit marque-page jaune en tissu comme on faisait dans les livres vintage. Voilà, je l'adore, j'ai craqué dessus littéralement. Le dernier objet de ce haul Emmaüs, c'est cette édition de la revue L'Illustration. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une revue française qui était extrêmement lue fin 19e, début 20e si je dis pas de bêtises, qui aujourd'hui évidemment n'existe plus. Et l'Illustration avait souvent des couvertures en noir et blanc, donc vous retrouverez en brocante et sur les sites beaucoup de revues de l'Illustration en noir et blanc. Mais celle-ci, comme vous pouvez le voir, est en couleur, et celles qui sont en couleur sont généralement les plus recherchées, puisque souvent le dessin est très beau. Donc comme son nom l'indique, l'illustration, à l'intérieur vous allez retrouver beaucoup d'illustrations. Elle faisait travailler cette revue énormément d'artistes de l'époque, et notamment tout à l'heure je vous parlais de Mucha pour le miroir. Et bien Mucha a collaboré à l'illustration et a fait des dessins pour l'illustration. Donc, je n'ai jamais eu la chance de trouver un des exemplaires où Mucha a travaillé dedans, mais si un jour ça m'arrivait, je serais très contente. Dans tous les cas, ici c'est un numéro spécial, puisque c'est un numéro pour le salon de l'auto. Donc il y a plusieurs revues comme ça d'illustrations qui reprennent les divers salons de l'auto de l'époque. Elle a un thème spécifique, c'est qu'elle a un article sur la banlieue de Paris, et comment elle a évolué sur les 100 dernières années, si j'ai bien compris, si je me souviens bien de l'article que j'avais feuilleté. Donc celui-ci date du 5 octobre 1935, c'est écrit là-dessus, et ça valait 10 francs. Alors je pense qu'en plus ça devait être les anciens francs. Donc en 1935, on n'a pas encore eu la Deuxième Guerre, et on est encore à la fin de l'Art déco, hein, enfin on est même en plein Art déco. Et donc je vais vous montrer, vous allez voir dans les illustrations de publicité de l'époque, ça se voit bien. Voilà, donc là par exemple, vous avez une pub pour Bona, qui est assez rigolote. Donc vous voyez, il y a une clé dans le ventre du monsieur, et puis il y a écrit ouvre appétit, voilà. Et donc c'est une boisson pour une gentiane, vous voyez en dessous, voilà. Et puis vous trouvez aussi des pubs pour beer. Vous savez, pardon. Vous savez que j'aime bien les vieilles revues pour trouver notamment les vieilles publicités comme ça que j'adore. Et quand la revue est trop abîmée, ça m'est déjà arrivé de découper la publicité et de l'encadrer. Donc ça, il y a très longtemps. Mais quand vous avez la revue pour 20 centimes, qu'elle est complètement abîmée, ça peut être intéressant de la feuilleter et de l'acheter s'il y a à l'intérieur des belles publicités qui n'ont pas trop subi de dommages. Et de tout simplement les encadrer si vous aimez ce type de décor. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'essayer de trouver et de chiner une affiche. Alors certes, celles-ci sont en noir et blanc, mais parfois il y a des publicités en couleur. Donc là, je vous en montre une autre ici, qui est pour une publicité pour des carburateurs, donc pour les avions. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de lignes droites, là, ça se voit bien. Beaucoup de lignes droites, très art déco hein, au niveau du dessin. Donc là, vous avez par exemple une publicité pour l'huile Renault. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que c'était un numéro spécial sur le salon de l'auto, donc forcément, il y a beaucoup de pubs sur l'automobile hein, dedans. Ce qui m'avait plu et que j'avais commencé à lire, d'ailleurs, j'ai pas fini parce que l'article était assez gros, c'était donc l'article qui montrait la transformation de la banlieue de Paris. Donc là, par exemple, vous avez des images qui reprenaient une vieille gravure d'époque, et ensuite, il vous montrait comment c'était aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je dis des bêtises, en 1935, et on voyait comment ça avait été urbanisé. Donc le sujet de l'article, c'est de montrer à quel point ça a été urbanisé déjà à l'époque en 1935. Et c'est vrai que c'est assez saisissant de voir comment la France, en un siècle, s'est extrêmement urbanisée, parce que c'est vrai que dans nos esprits, les villes polluées, les villes avec des gratte-ciel, les villes avec du béton, c'est récent, et en fait pas tant que ça. Il faut savoir que l'industrialisation, je vais réussir à le dire, du 19e siècle déjà, avait beaucoup transformé les villes, et notamment les grandes villes, et qui étaient déjà polluées. On se plaignait souvent, quand vous lisez des textes du 19e siècle, de grosses fumées noires épaisses,
On se plaignait beaucoup déjà de grands immeubles sombres, noircis, gris. Et donc voilà, c'est pas un problème en fait récent, contrairement à ce qu'on a en tête. Donc là par exemple pour cette image, vous avez ici une vue de Saint-Cloud. Donc vous avez la vue avant qui est très bucolique, donc ça se verra pas très bien, mais en gros on voit qu'il n'y a aucune construction. Et puis la vue d'après où toute la berge est complètement construite. Voilà. Pareil, ici ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était le pont de Saint-Cloud, donc là une vue très bucolique avec une barque qui passe en dessous. Et là déjà on est sur une partie où il y a une autoroute au-dessus, et puis, enfin une route en tout cas, et puis un bateau à moteur en dessous. Pareil, là c'est assez saisissant, donc je vous montre. Vous avez ici une vue qui est l'église de Vitry, ici. Et puis là, vous avez la même vue en 1935. Alors, on voit bien à quel point ça a été industrialisé. Et tout au fond, là, vous ne le verrez pas, mais ici, on discerne la silhouette de l'église. Voilà. Donc, on voit à quel point le paysage avait changé déjà en 1935. Voilà, je crois que je vous avais fait une dernière petite sélection. Voilà, ah oui, ça c'était intéressant parce que c'était pour vous montrer les gratte-ciels. Donc là, vous avez les gratte-ciels qui sont visibles en 1935 quand même, à Drancy. Voilà, donc ça, vous montrez la photo, surtout vous me la montrez en couleur, moi je crois que c'est récent, quoi. Et en fait non, déjà en 1935 c'était comme ça. Voilà, bon, petit aparté, cette partie-là n'a peut-être pas plu à tout le monde sur la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup les objets, essayer de connaître un peu leurs histoires, et j'aime bien les vieilles revues parce que je trouve que ça nous immerge totalement dans une époque, et c'est le cas à chaque fois que je feuillette une revue, je retombe, entre guillemets, je reviens un petit peu, je remonte le temps. C'est un peu comme une machine à remonter le temps, et l'espace de votre lecture, vous vous retrouvez un petit peu à ce siècle-là, à cette époque-là, etc. Voilà, on a fini pour cette vidéo. Très prochainement, vous allez avoir des vidéos brocantes puisque je continue d'en faire pas mal avec les beaux jours. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir ma chaîne puisque c'est une chaîne récente et j'ai besoin de votre soutien pour m'encourager à continuer, notamment si ça vous plaît, dites-le. D'ici la prochaine vidéo, comme toujours, je vous souhaite de faire de très belles trouvailles et je vous dis à très bientôt.